Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Notre devoir, c'est de vous apporter le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Et notre interrogation du jour, France-Afrique, politique africaine de la France. Que sont devenues les promesses de Macron? C'était en 2017 à l'université de Ouagadougou, face à un amphithéâtre bondé d'étudiants burkinabés. Emmanuel Macron, arrivé 6 mois plus tôt à l'Élysée, y délivrait sa vision de la nouvelle relation qu'il entendait tisser avec l'Afrique. En formulant une promesse martelée par ses prédécesseurs depuis le général de Gaulle, celle d'en finir avec la France-Afrique, ses liens malsains et ses réseaux obscurs. Où en est-on aujourd'hui? Rien de très neuf donc, mesdames, messieurs, sous le soleil, si ce n'est un changement en termes d'image et de méthode. Un président français, en pas encore quarantenaire, qui se pliait déjà à une séance de questions-réponses musclée avec son jeune auditoire en direct et sans filet de rattrapage. Emmanuel Macron a eu beau assurer qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France, son désormais célèbre discours de Ouagadougou décline une à une les grandes mesures qu'il entend prendre sous son quinquennat. C'est une feuille de route, confirme-t-on à l'Élysée. À part sur l'Europe, il n'y a aucun autre domaine où le président français a clairement affiché ses intentions de la sorte. Eh bien, le premier quinquennat est fini. Que peut-on dire justement de cette relation entre la France et l'Afrique? A-t-elle continué? Perdure-t-elle? Emmanuel Macron est-il encore sur les pas de ses prédécesseurs? Si oui, comment comprendre que jusqu'à preuve de contraire, la France croit toujours qu'elle a un gros gâteau sur le continent africain et qu'elle ne le veut partager avec personne. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. France, Afrique, politique africaine de la France, que sont devenues les promesses de Macron? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendome. C'est un homme politique, UP6 dans l'âme et surtout panafricaniste. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour la grande galaxie et panafricaine, bonjour à notre voyante diaspora. Merci à Panafrican TV, cette espèce de bouffée d'oxygène qui nous permet de pouvoir tenir malgré ce genou bien enfoncé au niveau de notre cou par cet impérialisme qui ne veut pas du tout lâcher de l'Est, malgré le fait que nous sommes dans un nouvel environnement, dans une nouvelle réalité mondiale. Elle continue de la maintenir bien enfoncée au niveau de notre cou et nous continuons de nous débattre par le biais justement de votre éducation des masses, de l'information de qualité que vous donnez, la pédagogie qui est la vôtre en direction de notre peuple, mais surtout de notre détermination à nous affranchir de cette tutelle. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Parfendome, de but en blanc. Je vous prends à chaud. Je vous pose donc cette question. Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas là lors de la colonisation, lors de l'esclavage, lors de tout ce qui s'est fait sur le continent africain, et disait clair qu'il n'entendait pas tisser ce genre de relation et que la France-Afrique était morte. Où en est-on aujourd'hui? Ça fait rire d'entendre de pareilles hérésies de la part de quelqu'un qui est censé représenter la France officielle, qu'on essaie de présenter comme la parole de la France. Alors ça fait tellement rire. Je commence à dire M. Macron qu'il faut qu'il déménage parce qu'il habite un domicile qui n'est rien d'autre que le sang, la sueur et nos morts. Oui. C'était l'habitat d'un négrier. Je commence à dire à M. Macron que en réalité rien n'a changé. Rien n'a changé. Il est dans la même lignée, dans le même esprit, dans la même culture, dans la même idéologie de domination et d'assujettissement de notre espace. Et il le sait pertinemment, mieux que quiconque. C'est en Afrique que certains de nos frères ne perçoivent pas encore ce danger. Ce danger, il est réel parce qu'il est à la fois quelque chose de subliminal, mais aussi d'existentiel quant à la capacité de la France de pouvoir continuer à tutoyer le reste du monde à la hauteur qu'elle a sienne aujourd'hui. Près de l'Afrique, c'est dégringolé.
c'est perdre de sa superbe, c'est perdre complètement les acquis qu'il a aujourd'hui sur le plan international au point d'être membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils sont des happy few que vous connaissez. Pour un pays qui a perdu la guerre, mais elle est membre du Conseil de sécurité de l'ONU grâce à l'Afrique. Donc il n'a rien changé. À la veille de la guerre, le président, je crois, Roosevelt, met la pression sur De Gaulle, dit attention, après la guerre, il faudra libérer les colonies. Libérer les colonies. Je vous rappelle que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la France a le deuxième plus grand domaine maritime au monde. Deuxième plus grand domaine maritime au monde, c'est la France. C'est-à-dire que son incapacité à accepter la décolonisation le pousse encore à s'agripper bec et ongle dans des espaces qu'il a acquis de manière violente, où il a assujetti les peuples de manière violente, et il refuse de décoloniser aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment vous pouvez expliquer que la France métropolitaine, vous la voyez là, continue de régenter des zones comme la Nouvelle-Calédonie au Pacifique, que j'appelle la Kanaki? Vous comprenez? Comment pouvez-vous comprendre que la France, regardez la position de la France vraiment sur une carte, même à l'heure où on donne l'impression qu'elle est énorme, alors qu'elle ne l'est pas du tout, continue d'avoir les Polynésies. Comment est-ce possible? Les Tahiti, les Saint-Pierre et Miquelon. Comment est-ce possible? Je vous dis, il est le deuxième domaine maritime le plus important au monde. Un tout petit pays qui n'est pas plus grand que la Centrafrique. Pourquoi? Il refuse de décoloniser. On n'a jamais oublié les morts d'Ouvéa, la barbarie de la gendarmerie française, l'armée française en Nouvelle-Calédonie. Ils en ont d'ailleurs fait une colonie de peuplement. Au point aujourd'hui, aucun vote ne peut avoir de sens. Parce qu'on a importé en masse des électeurs pour forcer complètement le jeu sur la démocratie. C'est pour ça que les indépendantistes Kanak n'acceptent plus. Ils ont dit maintenant ils vont porter la question au niveau de l'ONU. La France refuse de décoloniser parce qu'elle est consciente du fait que si elle décolonise, elle sera plus grand chose. Donc, les promesses de M. Macron, bien avant lui, De Gaulle, après avoir fait oui, parce qu'il fallait qu'on l'aide, il fait la conférence de Brazzaville en 45 décembre, il nous pond le franc CFA. Il se retrouve à 3 dans une chambre, j'aime le dire, 3 brigands dans une chambre, général De Gaulle, Jacques Sustel et René Pleven. Tous des Français, pour bien préciser. Ouais, mais le gars qui était dans le carré immédiat de Gaulle, des ministres de De Gaulle d'ailleurs. Voilà. On barbote depuis là, dans la mare de ce franc CFA, cette monnaie nazie que c'est la pâle copie exactement de ce que l'Allemagne la copie conforme de ce que les Allemands leur avaient imposé. Et nous sommes en plein 2021. 2022. On continue de barboter dans cette affaire-là. Donc, comment on peut croire que ce type, on peut croire à sa parole? Hollande est venu, après que nous les panafricanistes, on ne sait quoi, il est venu à Yaoundé, il a dit oui, je reconnais, comme la France a commis des crimes pendant la période avant les indépendances et des indépendances dans la région. Tu vois là encore, on essaie de diviser pour ne pas créer un comportement de nation vis-à-vis de cette question mémorielle. Donc on segmente, on dit des Bamliké, dans la zone Bamliké et dans la Sanaga maritime, il y a eu des problèmes. Je pense qu'il faut qu'on ouvre les archives pour essayer de bien décrypter cette période. Sauf que, bien que Hollande ait déclaré, les archives étaient toujours fermées. Il fallait qu'un chercheur camerounais, Simon Keng, porte plainte à l'État français pour qu'on ouvre un petit bout des archives de Vincennes. Ces archives de Vincennes qui ont permis à Deltombe d'écrire le livre sur le Cameroun avec Tatsinda et consorts. Les archives de Bordeaux, elles sont toujours sous scellé. Donc voilà. Comment vous pouvez avoir confiance à la parole des gens qui vous ont vendu comme des esclaves pendant 5 siècles? Comment pouvez-vous avoir confiance à la parole des gens qui vous ont maintenu dans un esclavage d'une barbarie inouïe pendant 1 siècle? Comment pouvez-vous avoir confiance à la parole de quelqu'un qui n'a pas hésité à bombarder vos propres populations au napalm pour assurer une domination outrancière dans votre espace?
M. Macron ne peut pas être le petit ange qui va venir délivrer notre continent, je compte le dire. Ces gens, ils sont, comme le disait Poutine, c'est l'empire de mensonges. Ils ne savent que mentir. Comme les Ivoiriens appelaient Michel Alliot-Marie, mensonge après mensonge. Mais c'est ce qu'ils sont. Ils ne savent que mentir. Ils sont dans l'incapacité de décliner une petite parole qui a du sens. Ce qui s'est passé au Sénégal à Charoy, qu'est-ce que la France officielle fait depuis pour laver ce crime de Charoy? Des gens qui sont allés se battre pour elle. Et voilà comment ils ont été payés par ce massacre de Charoy. C'est cette France-là dont vous estimez qu'elle peut changer. Je n'étais pas là, je n'étais pas là. Mais tu bénéficies de tout ce butin de rapine, de viol, de vol, de pillage et tu continues d'ailleurs, d'entretenir ta puissance au jour d'aujourd'hui. Nous sommes en plein 21e siècle. Donc, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est eux les Français qui le disent. Pourquoi donc continuer à écouter les chefs d'État français? Parce que de Gaulle à Emmanuel Macron, des promesses ont été faites, mais aucune, jusqu'à preuve de contraire, nous sommes en 2022, précisément en août 2022, aucune promesse venant de la part de la France n'a été tenue. On continue de croire parce que nous avons d'abord des petits bantoustans qu'on appelle États. C'est abusif de dire que le Bénin c'est un État, le Sénégal c'est un État, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon ce sont des États. C'est abusif de le dire. Vous comprenez? Les indépendances factices qu'on nous a remis là ne fait pas de nous des États. Oui. Bon, moi je le dis souvent comme ça. Bon, nous sommes dans une construction pour pouvoir vraiment avoir notre... Un État sans l'entièreté de sa souveraineté, c'est que lui peut s'appeler à l'époque l'indépendance inconditionnelle. Mais nous avons eu les indépendances avec des conditions. Tu ne peux pas creuser à peu de 3 mètres sous tes pieds. Parce que là-bas, en bas, ça appartient à la France. Voilà les conditions qu'il fallait signer. D'ailleurs, qu'on nous a imposées, puisque ce fut les accords entre la France et la France. Mais nous avons des dirigeants, nous avons des gouvernants qui s'accommodent de ces iniquités. Ça ne pose aucun problème. L'essentiel, c'est que quelqu'un se mette en vase et cravate, 3 pièces, fasse le marché Nyangalema, il dit j'ai reçu Macron, il était à côté de moi, il m'a posé une question, j'ai répondu. Mais quelles sont ces histoires-là? Il a pris un petit déjeuner avec lui. Oui, vraiment, le président Macron, il fallait voir Sissoko en ballon à côté de Macron. C'est comme le petit nègre dans la forêt qui recevait Jésus-Christ. Mais c'est quoi ces histoires? Donc, je pense que nous avons du travail à faire. Si nous sommes en train de muscler le jeu, et tout à votre honneur, vraiment ce formidable élan, et surtout cette détermination qui est la vôtre. Souvent, pratiquement sans moyen. Vous vous battez avec vos ongles, tout simplement. Aucune arme aussi efficace que ce qu'ils ont. La première arme est d'abord d'ordre idéologique, d'ordre culturel. Ils ont bouffé, lobotomisé complètement les cerveaux des intellectuels d'une certaine époque. C'est ça qui crée ça. Au début, même sur le plan médiatique, quand nous avons commencé à apporter des réponses qui sont de l'ordre de satellite, je parle des médias que nous avons, oui. Ce sont nos propres frères que nous traitons d'aboyeurs. Ah, vous ne comprenez pas. C'est trop complexe. Ce n'est pas à notre niveau, à votre niveau. Vous avez même quel diplôme, quel même docteur ou bien agrégé là parmi vous. C'est les mêmes aujourd'hui qui, tout au début, nous disent quand même sous cap que vous avez eu raison d'avoir tort très tôt que nous, plus tôt que nous. Plus de 10 ans, M. Ngos, que vous êtes dans ce combat avec nous. Plus de 30 ans pour quelqu'un comme moi. Pour avoir eu des visionnaires, des aînés visionnaires, les Mongo Biti, les Mokoko Priso, les Tunjan Pomi, les Samuel Makit. Ils nous ont dit, cette affaire-là, tant qu'elle n'est pas complètement brisée, purgée, vous n'aurez pas la possibilité, vous, de parler en tant qu'être humain sur cette planète. Et la France, avec ses amis, le concours de ses amis, mettre toute la pression qu'il faut pour nous briser. Sinon, comment en plein 21e siècle vous pouvez venir en Afrique et traiter les Africains des gens qui sont manipulés par la Russie? La Russie vous manipule. Elle a acheté certains médias, c'est sûr que même par African TV, dans le... Oui, nous sommes au courant. Vous êtes dans le top 2 ou 3
des médias qui sont manipulés par la Russie. D'abord, vous êtes peut-être un média russe déguisé. Qu'est-ce qu'on en sait? Nous avons entendu ça depuis voilà. plusieurs années, nous sommes stipendiés par la Russie. Quelqu'un vient en plein, un petit blanc-bec comme Macron, il vient dire que vous êtes manipulé par la Russie. Ah bon, alors, je me pose la question, je me dis, bon, d'accord. Donc, ça veut dire toutes les années où nos hommes liges, vos hommes liges sur notre continent, répondaient au doigt et à l'œil à vos instructions, c'est parce qu'ils étaient manipulés par vous alors. Mais bon, pour une fois, justement ça. Pour une fois que l'idiot fait de sérieux, ça pose problème. Donc, vous voyez, comment, je ne peux pas qualifier ce sentiment profond, cette réalité profonde qui est la leur, qui continue de nous prendre pour des sous-êtres. Madame Ursula von der Leyen, après les 2 votes aux Nations Unies qui ont eu l'effet d'une bombe atomique dans l'opinion française et occidentale, elle s'est posé une question. Elle dit, depuis quand les Africains réfléchissent par eux-mêmes? Les Africains ne devaient pas réfléchir, je pose cette question à vous également. Non, ça veut dire que vous êtes des attardés sociaux, des attardés culturels. Vous n'avez pas le niveau, votre cerveau n'a pas les mêmes cases que pour pouvoir vous élever à ce niveau de réflexion au point de prendre des décisions qui vont dans la protection de vos propres intérêts. Vous voyez comment ces gens-là, c'est comme ça que nous qualifions. Et après de menacer, que de toute façon, tous ceux qui n'ont pas voté dans le sens, dans leur sens, ils seront punis. C'est dans cette réalité que nous sommes. Donc, quand je parle de la question de l'unité politique de notre continent, Kwame Nkrumah disait Africa must unite. C'est pour ça que j'insiste sur l'organisation. Organisons-nous. Bon, c'est vrai, je réponds aussi à certains de nos Africains qui viennent d'arriver, ceux qui, les ouvriers de la 25e 1, qui se sont rendus subitement compte que la Terre tourne autour du Soleil. Ah oui, à peine arrivés, ils nous disent, vous bavardez beaucoup. Mais je leur pose la question, mais vous ne savez pas d'où on vient? Pour arriver à un niveau où aujourd'hui, que toi aussi tu peux venir et nous faire le procès de bavarder beaucoup. C'est une pédagogie. Il faut aller doucement, pas à pas, muscler le jeu, la prise de conscience, pour qu'on puisse créer cette masse critique justement qui va se mettre en mouvement. C'est pour ça que j'insiste, nous sommes une action qui n'est pas précédée d'une réflexion théorique et de l'échec. Vaut complètement à l'échec. Mais effectivement, je suis d'accord qu'on ne va pas passer le temps à faire la parlotte, il faut agir. C'est ce que nous avons essayé de faire lors de la visite de Macron avec Meki Africa. Continuer de nous réunir, créer des passerelles. Il ne faut pas donner l'impression que notre combat doit être un combat antagoniste avec les différentes organisations. Non. Si une organisation se crée au Sénégal, premier réflexe d'abord, encourager d'abord. Après, maintenant, rentrer dans le processus de créer des passerelles. Pour qu'un jour, au moins sur notre continent, il y a ce qu'on appelle l'unité d'action. Si on dit qu'aujourd'hui, c'est la journée de marche dans toute l'Afrique, au moins francophone, contre le franc CFA, qu'on sente qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Mais si vous, Ngos, seul dans votre village, vous marchez contre le franc CFA, et là, alors que dans mon village, on célèbre la francophonie, vous voyez qu'il y a un problème. J'allais justement vous poser cette question. On parle de la France-Afrique. On a l'impression qu'elle a encore de beaux jours devant elle et qu'elle ne veut pas justement disparaître. Et la France l'entretient très bien. Oui, mais sa disparition, je vous l'ai dit, la clé ne sera pas la volonté des autres de la faire disparaître, c'est notre. Il va de notre responsabilité. Pourtant, ce sont nos frères qui alimentent justement cette France-Afrique. Oui, mais s'ils ont des intérêts, il y a des gens, il suffit que madame soit enceinte, elle va accoucher à l'hôpital américain de Paris. Vous, quand votre femme est enceinte, c'est à peine si ce n'est pas avec les feuilles de bananier qu'elle peut accoucher. Parce que même accoucher dans nos hôpitaux, nos hôpitaux sont devenus des mémoires. Ou bien si c'est par césarienne, le chouchou des opérations des médecins en Afrique aujourd'hui, allez voir. Il faut casquer des fortes sommes pour que votre enfant puisse venir au monde. Donc pour eux, ils ne veulent pas perdre ses intérêts. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Moi, je ne peux pas vous dire les pressions que j'ai déjà reçues. Ouais. Même au sein de ma famille. Tu parles comme ça, tu es sûr qu'un jour, si tu as un bobo, on pourra t'envoyer en France pour te soigner. J'ai dit, mais je vais en France pourquoi? Si au Cameroun, vous n'avez rien fait pour qu'on puisse avoir des infrastructures à niveau pour me soigner, je vais mourir ici chez moi, où est le problème? Vous voyez la réflexion des gens,
Est-ce que si tes enfants vont un jour en France faire des études, ça ne te dit pas, ça ne te parle pas? Vous voyez comment ça réfléchit les gens? Mieux, on te dit tu t'attaques trop aux homosexuels. Tu sais que leur lobby est trop puissant. Donc, puisque tu es puissant, je dois me taire. Alors que tu dénatures complètement l'humain. Oui, c'est une question de choix. Nous avons fait le choix d'être des fidèles de nos prédécesseurs, d'être leurs véritables héritiers. C'est pour cela que nous conduisons et continuons ce combat avec cette détermination. Je continue d'insister. Je dis à mes frères sur notre continent et dans la diaspora, organisons-nous. Ne laissez pas des flammes, des flambeaux qui sont allumés, qui montrent le chemin aux Africains, comme c'est le cas de Pan-African TV, sans votre soutien. Apportez à Pan-African TV votre soutien. C'est seulement comme ça que nous allons muscler le jeu. Nous n'allons pas muscler le jeu avec des railleries, avec la manière africaine souvent de savoir dénigrer. Et puis que ça me rappelle, oui, parfait, vous dites des choses sensées, mais vous exagérez quand même un peu. J'ai dit, le fameux syndrome de coefficient d'exagération Bantou est revenu. Tu parles de réalité, quelqu'un te dit que tu exagères. Tu vois? Donc, ça fait partie de ça. Sur notre chemin, les insultes, les railleries. Mais la lueur d'espoir, de plus en plus, prend de l'ampleur parce que souvent aussi, vous venez vous asseoir, quelqu'un dit, monsieur parfait, vraiment merci pour le travail que vous faites. Oui. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Vous faites sympa, vous rencontrez une jeune dame qui dit, mon frère, nous étions complètement ignorants de toutes ces réalités. Grâce à vous, nous commençons à voir la réalité avec, sans le voile de cette question inaccessible qu'est notre mental. Que, bon, vraiment, merci, merci. Les enfants viennent vous voir, les étudiants qui préparent des thèses de doctorat, ils demandent à être éclairés sur telle partie de leurs études, de leur mémoire, de leur projet. Vous leur expliquez et ils tombent des nues. Ils disent, c'est pas possible. Donc c'est vrai que les Africains sont morts pour la France. Vous leur dites oui. Vous leur donnez avec des preuves à l'appui. Allez à la chambre de commerce à Bonanjo, regardez ce qui est écrit sur le fronton. C'est De Gaulle qui parle, c'est pas moi. Ils reviennent vous voir et disent, c'est pas possible. Mais c'est parfait. Des étudiants en doctorat, hein, qui ne savent pas. Vous mettez à leur disposition un certain nombre de petits ouvrages dans votre propre bibliothèque, souvent des ouvrages qui n'ont pas écrit par les Africains, mais pas les Français, comme c'est le cas, le carnet secret de la décolonisation de Georges Chaffard. Et vous les lisez, c'est pas moi qui ai écrit. Donc il y a un ensemble de faisceaux comme ça, mais je dis, ça va beaucoup plus prendre l'ampleur avec l'organisation. Organisez-vous sur le plan social, pas le biais des partis politiques, le biais des syndicats, le biais des clubs panafricains d'ordre variés, pas le biais de la musique. Moi, chaque fois que j'écoute un jeune musicien jouer et il prononce seulement le nom de Africa, je me dis, l'affaire là, elle va continuer. Et je suis convaincu aujourd'hui avec le fait qu'il y a ce qu'on appelle une accélération de l'histoire par le biais de cette tendance lourde qui nous a rejoint, oui, avec l'opération militaire spéciale de la Russie. Chapeau à la Russie. Félicitations, n'est-ce pas, à ce vaillant peuple. L'Afrique ouvre grand les yeux, découvre notre réalité, surtout un véritable bouffée d'oxygène qui oxygène son cerveau et lui permet de bien voir la réalité glauque dans laquelle nous baignons et dont nous devons... À ce moment de sortir de cette édition, est-ce aujourd'hui le bon moment de dire aux Africains, ne croyez jamais à une seule parole sortie de la bouche de l'Occident, des Occidentaux et sans oublier de la France? C'est pire que le syndrome de Stockholm. Stockholm. Donc, les mots des gens là pour prononcer ça, ça m'énerve. Parce que quand on dit, au lieu de dire dôme, il dit un dôme. Alors que moi je dis dôme, toi tu dis dôme. Bon, Stockholm, bon, le syndrome de Stockholm. Je ne comprends pas ces gens-là. Vraiment, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut croire à la parole de la personne qui a violé ta mère, tué ton père, éliminé tous tes petits frères, et il vient et te dit, vraiment, je suis ton meilleur ami et je vais t'aider à réussir. Comment vous pouvez croire à une personne et qui nie le crime commis, ou bien les crimes commis, oui, qui continue de nier pour se donner bonne conscience. Donc voilà. On ne peut pas croire à ces gens. On ne peut pas croire à la parole de ces gens. Ce sont des bandits. Ce sont de véritables salopards.
Il faut qu'on le dise ouvertement pour qu'ils le sachent. Et quand nous le disons, nous n'avons rien contre des peuples occidentaux, j'aime à le dire. Oui. Je parle de l'oligarchie politique occidentale que Jean-Paul Mbelek aime appeler les talmudistes. C'est son vocable. Cette oligarchie politique qui crée même la misère dans les pays qui sont les leurs. Parce que la fracture sociale qui est aujourd'hui aux États-Unis, en France et tout ça, avec les mesures qu'ils ont prises, soi-disant, pour essayer de contrer la Russie, au détriment de leur propre peuple, ça pose problème. Vous avez un chef d'État qui prend des décisions vous amenant à ne pas avoir la quantité de gaz que vous avez pour pouvoir vous chauffer. Ça veut dire que c'est quoi? Il veut vous tuer. Lui, pour protéger ses intérêts, protéger sa culture, n'est-ce pas, des LGBT+, qu'elle veut, à marche forcée, vous imposer, c'est cette élite-là qui vient parler au nom de l'Europe. Je prie. J'avais l'habitude de vous le dire ici, Jocelyn Goss. Vous savez, si le Vietnam a pu vaincre les États-Unis, c'est dû à deux facteurs. Le premier facteur, c'était la résistance interne du Vietnam. Le deuxième facteur, c'est la prise de conscience de l'opinion américaine de caractère inique, illégal, illégitime, mais surtout de guerre, de rapine, de viol, n'est-ce pas, qu'on menait en leur nom au Vietnam. Quand cette opinion, surtout par le biais de sa jeunesse, s'est rebellée contre ce projet, vous avez vu, les Américains étaient obligés d'être battus par l'action conjuguée de ces deux réalités. Je pense que le travail que nous faisons, il est d'abord de manière prioritaire en direction de notre peuple pour qu'ils prennent conscience et qu'ils musclent le jeu, mais c'est aussi un travail d'information vis-à-vis de cette opinion occidentale qui est souvent complètement lobotomisée par des faits et des images, des caricatures qu'on leur montre sur l'Afrique, où nous sommes encore des gens qui se gambadent de branche en branche. On n'a pas le cerveau qu'il faut pour répondre aux exigences de leur et de notre planète. Nous sommes des sous-hommes, selon eux. Il faut les mettre au défi du point de vue structurel, du point de vue dialectique, de notre capacité à affronter toutes les situations qui sont les leurs sur une table, qui viennent qu'on débatte d'égal à égal. On verra s'ils seront plus performants que nous. Et on le prouve aujourd'hui. Je regardais encore, même l'équipe féminine de la France de football. Bon, je ne rigole pas. Je me dis, bon, ok. On s'est compris. Merci à vous, hein, patient parfait, d'avoir été des nôtres. Oh, ben c'est moi qui vous dis merci. Et vraiment très heureux de participer de cette aventure de Pan-African TV. J'espère qu'elle va continuer à recevoir les soutiens de tous les Africains partout dans le monde qui sont avides de donner à l'Afrique une possibilité de s'affranchir de cette tutelle coloniale, de cette tutelle impérialiste sur notre continent. Merci pour cette invitation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV, nos pages Facebook et YouTube. Vous n'avez qu'à liker tout de suite. Et bien sûr, vous recevrez juste après des notifications après la publication. Bonne journée à toutes et à tous.